1945, après 50 ans de colonisation japonaise, 1895-1945, Taïwan est remise aux mains du chef du parti nationaliste chinois, Chiang Kai-shek. Avec son gouvernement et son armée, il va se voir refoulé hors de Chine par les forces communistes dirigées par Mao Zedong lors de la guerre civile qui se termine en 1949. Donc la vague migratoire qui accompagne cette retraite formera une catégorie de population que l'on va appeler les continentaux, distincts de la population locale, les Taïwanais de souche. Donc le parti nationaliste qui prend alors le pouvoir construit un discours historique, nostalgique, anticommuniste, avec l'espoir de reconquête du continent. C'est une construction dans laquelle se retrouvent les continentaux séparés de leur pays et de leur famille. Les Taïwanais de souche, en revanche, ne se reconnaissent ni dans ce discours ni dans ce gouvernement et vivent dans l'oppression et le souvenir du massacre du 28 février 1947, causé par ce même gouvernement et qui va se prolonger par une vague d'oppression jusque dans les années 60. Donc on a une situation identitaire complexe à Taïwan avec une double mémoire qui fait l'objet de deux discours politiques, mais aussi d'écrits littéraires et de témoignages différents. Alors ici, on va plutôt se demander, on va plutôt prendre le point de vue des continentaux, se demander comment une armée déchue et une population exilée s'inscrit dans une société colonisée par l'ennemi même que cette armée a combattu. Et quel est le rapport de ces continentaux à ce territoire d'exil, à cette population à la fois étrangère et familière? Voilà, donc c'est pour remettre un peu en date. Donc le devenir des continentaux, il suit trois phases. Quand ils suivent l'armée du Parti nationaliste à Taïwan. Donc de 1945 à 1987, ils sont du côté du pouvoir. De 1987 à 2000, il y a une prise du pouvoir plutôt par les Taïwanais de souche. Donc il y a un rapprochement entre ces deux communautés. Et à partir de 2008, un dernier sursaut mémoriel. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler de la première phase, 1945 à 1987. C'est le moment où donc les Chinois migrent vers Taïwan en suivant le parti nationaliste. Donc je présente un petit peu Taïwan. Donc pour simplifier, on a donc deux catégories de population, les continentaux qui viennent de Chine et les Taïwanais, et qui vont s'inscrire dans ce petit territoire qu'est l'île de Taïwan, qui se situe seulement à 160 km de la Chine, et qui fait 314 km de long, 144 de large, pour une population de 22 millions d'habitants. Donc cette population, elle est composée de 4 groupes ou sous-groupes. Alors les aborigènes informent de 2%, ce sont les premiers habitants de l'île, ce sont des groupes austronésiens. Ensuite, on a les Oklo. Alors ce sont des premières migrations venues de la Chine, des provinces du sud, du Guangdong et du Fujian. Ces migrations ont lieu au XIXe siècle et en tout cas avant 1895, avant la colonisation japonaise. Les 15% de Hakka, ce sont aussi des migrations venues de la Chine jusqu'à cette période, mais ce ne sont pas une ethnie Han, c'est une autre ethnie qui ne parle pas la même langue. Mais ces deux groupes, 70 et 15, Oklo et Hakka, se forment ce qu'on appelle, et avec les aborigènes, les Taïwanais de souche. Donc les 3 premiers groupes, ce sont les Taïwanais de souche. Les continentaux, donc c'est la vague migratoire qui a commencé en 1945 et qui viennent aussi de Chine, mais là de toute la Chine, pas simplement du sud. Et ils se différencient des autres 3 groupes du fait qu'ils n'ont pas connu la colonisation japonaise. Donc le terme de continentaux, il traduit en chinois Wai Shenzhen, qui veut dire extérieur à la province. C'est le nom donné par les Taïwanais de souche, c'est-à-dire les Bendigènes, gens de ce pays.
Mais continentaux ou extérieurs à la province, c'est un terme qui a déjà été employé en Chine dès 1937, c'est-à-dire dès la guerre sino-japonaise sur le continent chinois. Des populations justement refluées de l'Est vers l'Ouest. Donc ces réfugiés chinois allant vers l'Ouest étaient appelés par les gens de l'Ouest gens extérieurs à la province, c'est-à-dire aux provinces de l'Ouest. Donc il y a une chercheuse taïwanaise qui, sur cette appellation de Wai Shengzhen, pose la question extérieur à Taïwan ou extérieur au pays natal en Chine. Donc, comme tout exilé qui ne se reconnaît plus ni dans son pays d'adoption ni dans son pays natal, le continental se conçoit lui-même comme un étranger, condamné à l'errance sans fin, qui a commencé sans doute en Chine de l'Est vers l'Ouest, puis de l'Ouest vers le Sud, et puis du Sud jusqu'à Taïwan. Errance qui peut continuer même actuellement, puisque beaucoup de continentaux vont ensuite émigrer aux États-Unis, majoritairement. C'est aussi une errance dans l'au-delà, puisque selon les croyances traditionnelles chinoises, tout exilé qui ne peut pas être enterré dans le cimetière familial est condamné à ne jamais trouver le repos. Donc les continentaux sont étrangers pourtant familiers, puisque Taïwan est quand même une province chinoise, et ce que le terme de Wai Shengzhen signifie. Sheng, c'est province. Donc Taïwan a été province chinoise pendant 2 siècles, de 1685 à 1895, et puis à nouveau à partir de 1945, quand les Alliés ont remis Taïwan à Chiang Kai-shek. Par avant ces 2 siècles, Taïwan n'était pas une province chinoise, elle appartenait aux aborigènes, elle était traversée par les Hollandais, les Espagnols et en premier les Portugais, mais très rapidement, qui ont eu le temps de l'appeler Formose, son ancien nom qui veut dire Belle Île. Donc l'altérité n'est pas extrêmement forte finalement entre les continentaux et les Taïwanais de souche, hormis les aborigènes qui sont très différents. Donc elle n'est une différence, les continentaux et les Taïwanais ne peuvent se différencier que quand ils parlent, qu'ils ne parlent pas le même dialecte et quand ils s'interrogent sur leurs origines. Voilà. Et justement, cette origine, elle est inscrite sur leur carte d'identité, mais aussi sur un autre papier administratif qui s'appelle le Tiguan, qui veut dire, où est marquée l'origine ancestrale, que ça peut aller jusqu'à la 7e génération. Donc même si on est immigré de longue date à Taïwan, on sait toujours de quelle origine on vient, si on a des grands-parents en Chine ou non. Donc là, je donne les dates, vous pouvez les garder en tête. Première période, donc 1945-1987, et la sous-période 45-49. Donc la première période, en 1945, donc Taïwan est remis, après 50 ans de colonisation japonaise, aux Chinois. Donc il y a un gouverneur de Chine qui s'appelle Chen Yi, qui va venir administrer Taïwan. Il vient bien sûr avec une armée, et il est très bien accueilli par les Taïwanais en 1945, qui ont l'impression d'être libérés du joug colonisateur japonais. En revanche, les Chinois qui arrivent avec ce gouverneur, donc des soldats en particulier, regardent cette population taïwanaise d'un très mauvais œil, puisqu'ils voient en face d'eux des gens qui ne parlent pas chinois, qui parlent japonais, au mieux un dialecte qu'ils ne comprennent pas. Ils ont en plus une culture japonaise, ils s'habillent comme des Japonais, ils mangent comme des Japonais. Et la propagande chinoise de l'époque sera de dire que les Taïwanais ont été asservis par l'influence perverse de leurs anciens ennemis. Donc ça, c'est un premier regard de mépris sur la population taïwanaise. En outre, comme les intellectuels taïwanais parlent japonais et non chinois, ils vont être remplacés en moins d'1 an par tous les intellectuels chinois, par les continentaux. Donc aux places administratives ou de l'éducation ou des médias, tous les Taïwanais vont être refoulés parce qu'ils ne parlent pas chinois.
Il leur faudra 10 ans minimum pour apprendre le chinois. Et on va appeler cette génération de refoulés la génération translinguistique. Donc les continentaux prennent les meilleures places au pouvoir. Pour la population plus générale, la situation qui était bonne sous la colonisation japonaise d'un point de vue économique va devenir défectueuse puisque le parti nationaliste, donc au pouvoir à Taïwan, est en guerre sur le continent contre les communistes. Donc Taïwan va servir de réserve, et notamment de réserve en riz, pour nourrir l'armée nationaliste en Chine. Donc en très peu de temps, le riz va augmenter, le prix du riz va augmenter 2 à 3 fois par jour. Et un mécontentement à la population taïwanaise qui va tout de suite déchanter face aux continentaux. Donc ça va aboutir en février 1947 au massacre du 28 février, qui est une date importante pour la population taïwanaise. Donc ça commence par une femme qui vend des cigarettes de propagande, de contrebande, je veux dire, de contrebande, et qui se fait admonester par la police. Donc il s'ensuit des heurts violents entre la population taïwanaise et les autorités. Et ensuite, les Taïwanais vont s'attaquer par petits groupes aux continentaux. Donc dans la rue, un continental va se faire arrêter par un petit groupe de Taïwanais. On va le faire parler, voir quel dialecte il parle. S'il arrive à parler un dialecte, parce qu'il peut venir aussi du sud de la Chine, après on va lui demander s'il sait parler japonais. S'il ne sait pas, il est tapé. Donc février 47, il y a environ 1 millier de continentaux qui ont été tués, blessés ou portés disparus. Les chiffres sont très aléatoires. Donc Chen Yi, le gouverneur, va faire appel à la 21e division en Chine. Donc il va demander à Chiang Kai-shek d'envoyer son armée, qui va débarquer le 8 mars. Et il y aura une répression très violente qui va toucher principalement les intellectuels taïwanais, professeurs, artistes, directeurs d'école, médecins, hommes d'affaires. Alors le nombre des victimes reste assez flou encore aujourd'hui. Ça se compte en milliers et en dizaines de milliers. Suite à cette répression, la loi martiale va être imposée, qui va limiter les libertés, et cela jusqu'en 1987. En 1950, on aura la période dite de la terreur blanche, qui s'étendra jusque dans les années les années 60, un petit peu d'eau, et touche surtout les intellectuels de gauche, parce que les nationalistes sont à l'affût des communistes. Dans les années 50, Taïwan vit dans l'oppression d'un gouvernement nationaliste qui, tout en reconstruisant et en se modernisant, maintient donc la population sous une main de fer. Donc face à cette pression qui est vécue finalement aussi par les continentaux, pas que par les Taïwanais, la réponse des intellectuels, c'est le silence. Tout le monde se tait. Il n'y a aucune publication sur ce sujet et on se tait, même dans les familles, personne n'ose en parler. Et on va sortir de ce silence seulement après la loi martiale en 1987 et grâce à un film de Ru Xiaoxian, qui est assez connu en Europe. Ce film s'appelle La Cité de la douleur. Donc Ru Xiaoxian, c'est un réalisateur qui est un continental, lui aussi. Il est arrivé à Taïwan dans sa petite enfance, à 1 an, je crois. Et c'est lui qui décide de parler de ce massacre de 1947 et de la terreur blanche. Il le fait de manière très discrète, en suggérant plutôt qu'en affirmant, puisqu'il parle de quelque chose que tous les Taïwanais connaissent, tous les Taïwanais savent, donc il préfère en parler de manière indirecte, avec un personnage principal qui, symboliquement, est à la fois muet et photographe. Donc Ru Xiaoxian lui-même dit avoir voulu un film non sur le massacre du 28 février, mais sur les vies de la génération suivante qui vivent dans l'ombre de ce massacre. Donc là, c'était pour faire rapidement un peu une description de ce qu'a pu ressentir la population taïwanaise à l'arrivée du gouvernement chinois nationaliste. Mais là, comme il s'agit aujourd'hui plutôt d'exil et d'exode, je vais quand même me concentrer sur les continentaux.
Donc finalement, la vague migratoire la plus grande de ces continentaux, elle se passe en 49 à 50, au moment où donc le Parti nationaliste est défait par l'armée communiste donc sur le continent chinois, et qu'il doit faire sa retraite sur l'île de Taïwan. Donc l'immigration est estimée entre 910 000 et 2 millions d'immigrés, faisant passer la population de 6 à 7,8 millions d'habitants à l'époque. Cette vague d'immigration, outre les fonctionnaires rattachés au Parti nationaliste, Kuomintang, comprend surtout des militaires, officiers et soldats. Le point commun à ces différentes couches sociales et à ces différentes régions de la Chine, c'est bien entendu le traumatisme de 8 années de guerre contre le Japon, puis de 4 années de guerre contre les communistes. Donc il faut y regarder de plus près dans cette population continentale en exil à Taïwan. Il y a bien sûr donc les officiers qui sont soutenus par le gouvernement, mais il y a aussi un très grand nombre de simples soldats qui n'ont pas pu obtenir les avantages accordés aux officiers et qui sont rendus à la vie civile sans aucune aide financière et donc doivent trouver un petit travail en concurrence avec la population locale hostile. Donc il faut distinguer ces deux classes sociales, supérieures et inférieures. Il y a aussi un autre cas de sous-groupe, même si on peut en faire d'autres, qui est celui des villages de garnison. Donc les officiers ont été rassemblés dans ces villages de garnison. Il y en avait 900 à Taïwan, qui représentaient 110 000 familles. 110 000 personnes. Donc ils ont été construits d'abord dans des logements faits par les Japonais, puis ensuite on en a reconstruit d'autres, et ils ont commencé à être démolis seulement dans les années 90. Ça je le dis après, je sais plus. En fait, comme ce sont des officiers, ce sont surtout des hommes, donc en effet, ils se sont souvent mariés avec des femmes taïwanaises. Donc ça veut dire que ces lieux n'étaient pas complètement fermés avec la population taïwanaise, même si ça n'a pas permis vraiment une insertion très rapide. Ça a permis aussi finalement tous ces officiers qui venaient de régions de Chine différentes de se connaître et de se concevoir en tant que nation chinoise plutôt qu'en tant que région, ce qui est plutôt la conscience première pour les Chinois aujourd'hui. On vient d'abord d'une région avant de venir d'un pays. Donc on a bien, avec ces deux couches sociales, à la fois les officiers et puis les intellectuels de Chine et plutôt les soldats, des étrangers privilégiés qui prennent la place des Taïwanais au niveau de l'emploi, et des victimes déclassées qui sont les pauvres soldats qui se trouvent en exil à Taïwan. Alors je vais parler un peu plutôt d'un exemple littéraire maintenant, d'un écrivain du continent et d'un de ses écrits sur l'exil des continentaux. Donc les écrivains chinois qui sont arrivés à l'âge mûr à Taïwan, donc qui ont pris la place des intellectuels taïwanais, des écrivains taïwanais, eux, ils étaient pris un peu par la propagande qui les obligeait à écrire sur l'héroïsme des Chinois, plutôt face aux Japonais que face aux communistes, sur l'anticommunisme, ils étaient obligés de lire, et sur la nostalgie, une littérature de nostalgie. Donc pour dévier un petit peu la censure, ils ont parlé effectivement de leur vie privée nostalgique, et donc leurs histoires se situent essentiellement en Chine et parlent de leur enfance ou de leur jeunesse en Chine. Alors la deuxième génération, donc ceux qui sont arrivés comme Hu Xiaoxian à la toute petite enfance à Taïwan et qui vont dans les années 60 être la première génération d'écrivains continentaux.
Alors eux, ils vont avoir une tactique différente pour déjouer la censure qui est toujours présente, même si la propagande anticommuniste diminue. Ils vont rejeter complètement le passé et la tradition chinoise, et ils vont se tourner délibérément vers l'Occident. On va appeler ce groupe d'écrivains les écrivains modernistes. Alors dans leurs écrits se situent sur le territoire taïwanais, mais ils vont rarement parler de la guerre. Quand ils en parlent, c'est en filigrane, sans l'héroïsme de principe, et en mettant en lumière la discrimination sociale vécue par les anciens combattants. Ils vont parler aussi de la difficulté des mariages mixtes et la nostalgie, mais cette fois sans aucun espoir de reconquête, puisque la propagande était « nous allons reconquérir le continent, on est là en exil que pour un certain temps », c'est pour ça qu'il y avait ces villages de garnison, on va repartir reconquérir le continent. Dans les années 60, 70, cette illusion va être de plus en plus forte, le rêve va devenir illusion. Donc ces écrits révèlent aussi une difficulté de vivre et de s'adapter à la vie à Taïwan. Donc je vais prendre comme écrivain Wang Wenxin, qui est né donc en Chine en 1939. Il s'exile donc avec ses parents en 1947. Il a donc 7 ans. Son père est un fonctionnaire. Lui va faire donc toutes ses études à Taïwan. Il va ensuite faire ses études aux États-Unis et revenir ensuite à Taïwan comme professeur à l'Université nationale de Taïwan. Il va enseigner toute sa vie. Il va être donc ensuite écrivain. C'est un auteur moderniste. Donc avec ce parcours, on a vraiment le portrait d'un continental, d'un Wei Chongzhen, dont les parents sont des lettrés. Alors des parents qui éprouvent la nostalgie de la Chine, qui espèrent y retourner, mais qui trouvent quand même un poste dans l'administration à Taïwan. Même si les perspectives sont limitées, elles sont quand même favorables. La possibilité d'aller étudier aux États-Unis pour les enfants est beaucoup plus grande que pour les Taïwanais de souche, c'est certain. La différence de cet écrivain, Wang Wenxin, avec les autres intellectuels écrivains de sa génération, c'est que lui a refusé de rester en exil aux États-Unis. Il a voulu revenir après son doctorat, qui était d'ailleurs simplement l'écriture de nouvelles. Il a souhaité revenir à Taïwan puisqu'il pensait que c'était son terrain d'inspiration. Donc Wang Wenxin, c'est un écrivain moderniste qui s'est détourné des traditions littéraires chinoises. Son premier roman, qui s'appelle Processus familial en français, Tia Bien, a fait scandale, a failli être censuré, parce que dans ce livre, c'est le fils qui met le père à la porte de la maison. Même s'il s'inspire de sa vie personnelle pour ce roman, il dit qu'il pense qu'aucune expérience vécue n'est importante dans son existence. La seule chose importante qu'il ait faite, c'était de lire et d'écrire. Et il écrit même par ailleurs dans un Sanwen que dès 15 ans, il a cessé de vivre pratiquement, ou des expériences, il a cessé de vivre pour ne pas avoir à souffrir. Donc il y a quand même un rejet dans l'écriture littéraire de tout ce qui est le passé. En revanche, quand on parle avec l'auteur, il dit se souvenir parfaitement avec une clarté sans tache de ses premières années d'enfance en Chine et de tous les chemins différents qu'il a pu prendre pour se rendre à l'école, qui changeait sans cesse en période de guerre. Plus encore, quand il a eu l'occasion de retourner en Chine en 1989, il dit avoir absolument tout retrouvé exactement comme dans ses souvenirs. Donc cet écrivain a laissé quand même toute sa famille en Chine, et notamment son frère aîné qui lui était côté communiste, qui a été un grand général qui a libéré, entre guillemets, Nankin. Et ce frère, il ne l'a jamais revu puisqu'il est mort ensuite lors de la révolution culturelle. Donc peut-être aussi parce qu'une partie de sa famille était en exil à Taïwan, c'est possible. Donc Wang Wenxin a écrit une nouvelle qui traite du passé des continentaux, qui s'appelle Tour du dragon céleste. Cette nouvelle, il l'a écrite fin des années 60, quand il était aux États-Unis.
Alors, c'est l'histoire, enfin, ce sont des officiers de l'armée nationaliste qui se retrouvent à Taïwan après la débâcle pour raconter chacun à leur tour le récit de leur exil. C'est un moment de retrouvailles d'anciens officiers en l'honneur de leurs supérieurs. Ça se passe dans un restaurant de cuisine chinoise de la région du Nord, le Shanxi, théâtre de nombreuses batailles. Donc le repas est un moment essentiel puisqu'il met en valeur la communauté de goût, mais aussi un moment solennel de partage et de resserrement des liens. Alors ce moment de commémoration ne met pas en présence des héros couverts de gloire. On voit au contraire des gens humiliés, mutilés, traumatisés, désespérés, qui vont raconter chacun à leur tour comment ils ont pu quitter la Chine pour Taïwan. Ils n'ont pas du tout l'idée de reconquête ni de vengeance. Ils sont au contraire complètement abattus. L'un a perdu un pouce, l'autre a été castré, la fille du troisième a été violée, sa femme et ses 2 fils tués. Le quatrième, après avoir traversé l'enfer des prisons communistes, n'a plus d'esprit. Donc chaque évocation est un grand moment de bouleversement, mais c'est une fiction complètement. Wang Wenxin dit qu'il a tout inventé, et bien sûr en s'inspirant de ce qu'il a pu lire et entendre. Pour eux, donc une fois qu'ils ont raconté leur exode, ils expriment un petit peu comment ils vivent à Taïwan. Et ils font tous des petits métiers. L'un vend des cochons, l'autre des poules, l'autre est un petit restaurateur, l'autre des chrysanthèmes. Et ceux qui ne sont pas venus, c'est qu'ils ont trop honte. Ils font des métiers encore plus bas. Donc on a l'impression qu'ils survivent, mais que pour eux ce n'est pas une chance, mais au contraire une malédiction. Ils ont l'impression de vivre une existence de cauchemar. Et donc je cite l'un de ces témoignages. « C'est vrai, je suis encore en vie aujourd'hui. Je tape sur ma main pour voir si ça fait mal. Je reste un moment étourdi avant de prendre conscience que je suis vraiment en vie. Je reviens de la mort. J'ai échappé à la mort. On dit que le passé est comme un rêve. Mon expérience n'est pas un rêve, je le crains. C'est tout simplement un cauchemar. Depuis, je vis une vie de mort-vivant. Je porte la honte sur mes épaules pour toute mon existence. Des larmes se formèrent dans le coin de ses yeux. Tous les membres de l'assistance baissèrent la tête pour contempler leur assiette. » Donc on a vraiment l'impression que l'état d'esprit des continentaux est représenté dans cette nouvelle comme un sentiment d'humiliation et d'infériorité, aussi d'incompréhension par la population taïwanaise et par la population jeune. Alors là, ce sont des officiers, donc ils ont quand même un petit travail, mais souvent, quand ce sont des soldats, ils ont carrément mal tourné et sont devenus des délinquants. Alors dans son roman Processus familial, la famille vient du continent, le père il a un statut social assez dégradé par rapport à ce qu'il avait en Chine, et surtout il n'a absolument aucune ambition, il se laisse complètement aller. Alors le fils qui grandit dans cet environnement hostile souffre et a honte de vivre dans la pauvreté. Donc j'avais montré à l'envers, c'est sa maison, donc une vieille maison japonaise, mais qui est complètement délabrée parce qu'ils n'entretiennent pas. C'est ce que dit aussi Rossi Ossienne. En fait, comme ils sont prêts toujours à repartir, ils ne défont pas leurs valises ou ils ne réparent pas leur maison. Mais en fait, ils restent toujours. Dans le deuxième roman, Un homme doit la mer, qui est écrit 25 ans après, le personnage principal est encore un ancien soldat qui a mal tourné. Un pauvre type qui n'arrive même pas à survivre dans les bas-fonds de Taipei et doit fuir un gang qui veut sa peau pour se terrer dans un port où il n'y a même pas de poissons à pêcher. Alors cet anti-héros est un borgne qui vit dans l'obscurité, regarde le monde et transforme par son regard. C'est un monde dépourvu de sens, sans projet, sans but, dans lequel il est lui-même sans cesse moqué, humilié, jusqu'à une mort atroce et absurde. Donc 50 ans après l'émigration, on peut se demander si ce sentiment d'infériorité et d'humiliation est toujours présent et si le regard des continentaux sur eux-mêmes a changé. Donc ça, c'était un petit peu pour décrire cette première période. Et donc là, pour juste vous donner un petit peu une idée de l'évolution du statut des continentaux sur l'île de Taïwan. Donc,
Donc cette période s'est maintenue jusqu'en 1987, hein, la loi martiale qui tenait finalement chaque population un peu dans une paralysie. Mais dès la mort de Chiang Kai-shek et dès que son fils prend le pouvoir, Chiang Ting-kuo, il va y avoir un processus démocratique qui va se mettre en place. Et ce processus démocratique, hein, comme d'une Chine libre, hein, puisque Taïwan n'a pas de nom Taïwan, hein, c'est la République de Chine, va faire jour, et donc ce mouvement démocratique, il est soutenu aussi par des continentaux. Donc on peut dire qu'à partir de 1996 jusqu'en 2000, il y a quand même une sorte de rapprochement entre continentaux et taïwanais dans un processus de démocratisation. Et dès les années 90, hein, dans ce développement, dans cette fin de la dictature de Chiang Kai-shek, il y a une reconnaissance, hein, du massacre de 1947 qui maintenait donc la population taïwanaise dans l'oppression. Donc on va dédommager les victimes, hein, les victimes qui sont dont on va calculer qu'elles sont à peu près au nombre de 10 000, hein, en tout cas être dédommagées, hein, mais certaines ont disparu, d'autres ne vont pas se présenter. Enfin, il y a quand même une reconnaissance de ce moment. Il y aura aussi des monuments et un musée, hein, qui va être créé à ce moment, qui va constituer ensuite le fondement véritable de l'identité taïwanaise, hein, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la communauté de destin de tous ces groupes sociaux, hein, des Taïwanais? C'est vraiment ce mouvement traumatique, hein, du 28 février 1947. Alors, ce qui est étonnant, hein, dans cette justice transitionnelle qui a été effectuée à partir de 89-2000, c'est que si on a indemnisé les victimes, par contre, on a arrêté aucun coupable. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable nommé, il n'y a pas de justice, hein, de cet ordre, et la population ne proteste pas, hein, sur le fait qu'il n'y a pas de coupable. Elle l'accepte. Alors les chercheurs disent, ce qui me paraît une justification un peu juste, que sous la dictature, hein, on doit appeler ça quand même comme ça, le régime dictatorial de Chiang Kai-shek, il y a aussi eu un développement économique, un fulgurant, et que ça permet d'atténuer la souffrance. Une compensation qui permettrait le pardon. Ça reste une question. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est dit. À partir des années 90, donc toute la mémoire taïwanaise oblitérée, hein, refait surface, et aussi dans les manuels scolaires qui n'apprenaient aux enfants que l'histoire et la géographie de la Chine. Maintenant, à partir des années 90, on apprend aussi l'histoire et la géographie taïwanaise, notamment l'origine aborigène, les comptoirs hollandais et portugais, la colonisation japonaise, le massacre du 28 février et la terreur blanche. Donc on appelle ça l'indigénisation de l'île, ou alors politique taïwano-centrée. Hein, les continentaux considèrent que c'est taïwano-centré. Alors les continentaux maintenant se révoltent un peu contre cette politique en disant qu'ils sont victimes maintenant de discrimination, bien qu'ils occupent toujours des postes assez puissants dans la société taïwanaise. Ils revendiquent donc des sous-groupes, hein, ils ne veulent pas qu'on mélange la population civile avec l'État, hein, du Kuomintang, l'État du parti nationaliste. Des sous-groupes, hein, donc les soldats, aussi des continentaux qui étaient communistes, hein, qui ont subi, hein, la terreur blanche, et aussi le fait qu'il y aurait 40%, hein, donc de continentaux qui auraient subi et qui auraient été victimes, hein, de la répression dans les années 50. Mais à quel niveau, hein, par rapport aux Taïwanais qui ont été souvent fusillés, emprisonnés? Je ne pense pas qu'il y en ait eu autant de continentaux. Voilà. Donc ça, c'était jusque dans les années 2008, hein, puisque le processus démocratique s'est affirmé jusqu'au suffrage universel, jusqu'à l'élection en l'an 2000 d'un premier président insulaire qui ne soit pas du parti du Kuomintang, mais d'un autre parti. Donc de 2000 à 2008, c'était vraiment la période de taïwanisation. Depuis 2008, le président est Ma Ying-jeou, qui est un continental et qui est proche de la Chine. Donc à nouveau, finalement, hein, le regard change. Les continentaux reprennent un petit peu de position. Là où ils avaient aussi été très présents, hein, c'était sous le régime de Chiang Kai-shek, ou à la fin de ce régime, la demande de rapprochement avec la Chine pour pouvoir retourner en Chine.
donc qui avait été accepté par Chiang Kai-shek, et donc les retours vers la Chine des Taïwanais étaient possibles dès la fin des années 80. Maintenant, leur revendication, c'est de faire cette mémoire des continentaux, de ne pas oublier qu'ils sont des gens qui ont souffert de l'exil. Et donc, ils se regroupent en associations, ils font des publications, notamment des publications où ils imaginent écrire une lettre à leur famille restée en Chine. Et ces associations, dont une s'appelle Taïwanais continentaux. Donc il y a vraiment l'idée maintenant qu'ils ont une double conscience identitaire. Ce sont des Taïwanais continentaux. Donc il y a des chercheurs qui disent que vraiment les continentaux sont vraiment assimilés à la population taïwanaise. Ils sont vraiment taïwanais, même s'ils se reconnaissent une origine chinoise. Il y a d'autres chercheurs qui sont taïwanais eux-mêmes, qui vont dire qu'en fait ils portent un masque et qu'ils préfèrent se cacher pour ne pas être victimes de discrimination dans la société actuelle. Donc pour terminer, pour conclure, donc dans ce sentiment d'une double appartenance identitaire, on est encore loin quand même d'un consensus sur la mémoire, et l'enjeu essentiel actuellement, c'est depuis la montée en puissance de la Chine, c'est le réchauffement des relations avec ce grand État. Alors en fait, les continentaux qui sont à Taïwan depuis 50 ans sont quand même très différents maintenant des Chinois de Chine, des Chinois communistes. D'abord, ils n'ont pas du tout vécu la même histoire récente, et quand ils y retournent, ils se sentent bien sûr complètement décalés. Ils ont presque plus la même façon de parler. C'est le même chinois, c'est le même chinois qu'on apprend à l'école, mais en même temps, ce n'est pas le même. Et surtout, il y a quand même une incompréhension du fait que le communisme a métamorphosé finalement les Chinois dans leur conscience culturelle et identitaire, puisqu'à Taïwan, autant en Chine communiste, on a détruit, cassé la tradition chinoise, autant à Taïwan, on a voulu la conserver. Donc, ce réchauffement des relations amènerait à donc deux conclusions possibles. Soit finalement l'exil hors de la Chine n'est pas possible puisqu'on s'exile à Taïwan, mais Taïwan va redevenir chinoise s'il y a une réunification. Et en même temps, les continentaux ne peuvent pas accepter d'être considérés comme des colonisateurs au même titre que les Japonais, ce que souvent les Taïwanais veulent leur faire porter. La deuxième conclusion, ça serait que s'il y a, dans un temps proche, et c'est ce que veut la Chine, qui accélère les négociations, s'il y a une réunification, on pourra peut-être avoir encore une vague d'immigration, comme ça s'est passé quand Hong Kong a été rétrocédé en 97. Les familles les plus aisées sont parties vers des cieux plus cléments. Voilà, merci.